C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 122. Au sommaire aujourd'hui, la participation sociale des personnes de LGBTQIA+, en situation de handicap. Une première étude sur la question est en cours. Le chemsex, soit la consommation de drogues synthétiques dans un contexte sexuel, un fléau inquiétant notamment dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. De nouveaux projets de loi canadiens sur les frontières pourraient ouvrir la voie à une ingérence sans précédent des forces de l'ordre états-uniennes dans la vie des Canadiens et Canadiennes. Enfin, comment survivre au party de Noël en famille ou au bureau quand on est queer et que les blagues et les propos déplacés de mon oncle au sujet des personnes queer et trans sont souvent au rendez-vous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. C'est un enjeu de croisement d'identité et d'inclusion souvent invisible. La participation sociale des personnes de LGBTQIA+, en situation de handicap. Nous recevons le Dr Alexander Moreno, neuropsychologue, clinicien et professeur à l'Université de Montréal. Dr Moreno, vous dirigez le projet de recherche Rien sur nous sans nous. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci pour l'invitation. Alors, parlez-nous d'abord de ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Expliquez-nous en fait ce qui a motivé son urgence et sa création. Mais ce projet qui touche la participation sociale des personnes handicapées, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer ou en questionnement, intersexuelles, asexuelles et ayant d'autres orientations sexuelles et formes d'expression de genre, est un projet de recherche qui est mené au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, financé par l'Office des personnes handicapées du Québec, et il découle de la politique à part entière et aussi du plan d'action gouvernemental de la lutte contre l'homophobie et la transphobie 2023-2028. Et à l'intersection de ces deux politiques, on souhaite assurer effectivement une participation sociale des personnes handicapées qui soit pleine et entière au niveau de la vie quotidienne, du logement, de l'éducation, de l'emploi, des loisirs, du sport et du côté du plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie, on souhaite de trouver des solutions à la discrimination, l'intimidation et le harcèlement dans les espaces qui sont supposés d'être sécuritaires pour ces personnes qui se retrouvent à l'intersection des deux réalités, que ce soit à l'école, au travail ou dans les espaces publics. Alors, on souhaite à travers ce projet de réduire les inégalités et la violence qui vivent des personnes handicapées et qui se retrouvent à l'intersection avec la diversité sexuelle des deux genres. Pourquoi était-il essentiel de se pencher spécifiquement sur les personnes de LGBTQIA+, en situation de handicap et surtout ici à Montréal? Pourquoi cette urgence-là? C'est urgent, mais il faut dire premièrement que ce n'est pas un projet seulement sur l'île de Montréal, c'est un projet québécois et il est important de se pencher sur l'interaction, l'intersection entre la diversité sexuelle de genre et le handicap parce que malgré les progrès, et les personnes qui se trouvent à l'intersection de ces deux réalités présentent des obstacles à la participation sociale qui leur sont uniques. Par exemple, quand une personne se retrouve à l'intersection de multiples identités qui sont stigmatisées, et il y a une possibilité accrue d'oppression et de rejet de la part des communautés, à la fois de la diversité sexuelle de genre et des groupes qui militent pour les personnes en situation de handicap. Alors, ça peut avoir un impact négatif sur leurs identités, sur les expériences de vie, et sur différents plans comme l'éducation, l'emploi, les finances, la santé, les relations intimes, et aussi parce que le handicap est plus commun chez les personnes de la diversité sexuelle de genre, plus commun que ce qu'on pense. Ah ouais. Et juste pour vous donner un exemple, il y a eu des enquêtes représentatives à l'échelle nationale auprès des adultes à travers les États-Unis qui ont révélé que, par exemple, chez les personnes, les adultes LGBTQ+, et les adultes transgenres en particulier, ils sont plus susceptibles que les adultes non LGBT de déclarer au moins un handicap. Alors, dans l'ensemble, un adulte LGBTQIA+, sur 3 va déclarer un handicap contre un adulte non LGBT sur 4.
qui appartient C'est, c'est, sont quand, cisgenres et hétérosexuels. c'est quand même surprenant. Comment ça se fait? Est-ce qu'on a une explication? C'est peut-être le but de votre recherche de comprendre ça, j'imagine? Et exactement. Oui, c'est quand même surprenant. Ben, j'aimerais savoir avec vous quelques exemples de ce que c'est quand on parle des obstacles. On parle d'obstacles physiques, sociaux, systémiques. Avez-vous des exemples qu'on pourrait peut-être démontrer qui existent, ces obstacles qui existent dans nos communautés de la diversité sexuelle et de genre vis-à-vis des personnes en situation de handicap? Et comme c'est un projet qui est en cours et nous sommes en recrutement, les exemples que je vais vous donner, ce sont des exemples tirés de la littérature. Alors, premièrement, il y a une négation de leur sexualité chez les personnes handicapées. Donc, si la personne est considérée comme asexuelle, on ne peut pas aller plus loin et même pas se poser la question sur l'existence d'une diversité sexuelle de genre chez cette personne. Il va avoir souvent aussi une présomption d'hétérosexualité ou un refus, comme je vous disais, de la part de la communauté des personnes handicapées. Il va avoir en conséquence peu d'exposition à l'éducation sexuelle et comme il y a moins d'accès à l'éducation et à la promotion de la santé sexuelle, elles vont être plus susceptibles d'attraper certaines maladies et aussi d'avoir des obstacles pour obtenir des traitements. Ça, ce sont des données qui viennent de Santé Canada. Et ils vont se faire refuser l'accès à certains services ou à la formation en raison de leur double réalité. Ils vont, par exemple, manquer de représentation et de modèles positifs dans les médias. Et ça a comme conséquence que ça contribue à un sentiment de discrimination et d'invalidation avec des conséquences psychologiques négatives et des enjeux d'accessibilité aux services spécialisés pour la communauté de la diversité sexuelle et de genre en ce qui touche les loisirs et la vie communautaire, parce que même si les espaces communautaires existent, ils ne sont pas forcément accessibles et ça nourrit l'isolement. Et comme il y a, par exemple, une dépendance plus élevée de l'entourage, c'est-à-dire de la famille, des proches, des intervenants, et au moment du coming out, c'est plus difficile parce que la personne ne pourra pas, par exemple, fuir si elle a un problème de mobilité et, par exemple, même si elle se retrouve accompagnée de ce type de personnes et de son entourage, ils vont avoir vivre un isolement émotionnel à raison de la perte de leurs identités. Et donc, ça peut ajouter des couches supplémentaires si la personne est, par exemple, vieillissante. Oui. Donc, il y a la couche de l'agisme aussi. C'est vraiment inquiétant ce que vous soulevez. Moi, j'allais parler d'études qui montrent que l'isolement social, c'est déjà un risque élevé dans les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Alors, en quoi cette expérience d'isolement social chez les personnes qui sont de ces communautés se complexifie-t-elle et s'aggrave-t-elle lorsqu'on ajoute l'enjeu de handicap? Oui, vous touchez effectivement à quelque chose de vrai. L'isolement social est déjà significatif chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre, mais lorsqu'un handicap s'ajoute, il y a plusieurs facteurs qui vont s'additionner et qui créent ce qu'on appelle une double marginalisation ou une intersection des oppressions dans lesquelles il y a par exemple la littérature chez les jeunes LGBTQ et nous montre qu'ils vivent plus d'intimidation et qu'ils sont plus susceptibles à se retrouver dans une situation d'isolement. Et les taux de discrimination sont significativement plus élevés et à raison de leur orientation sexuelle et leur identité de genre par rapport aux pères qui n'ont pas un handicap. Donc, à raison de cet isolement et de l'intimidation, par exemple, chez ces jeunes. Et la littérature montre que le sentiment d'exclusion est plus profond. Ça crée plus d'isolement et certains même mentionnent un risque plus élevé des symptômes dépressifs et même d'avoir envisagé le suicide au cours de la dernière année. Wow, c'est vraiment terrible tout ça. Votre projet, si je comprends bien, de recherche est basé sur une approche de recherche participative. C'est quoi les méthodes ou les approches que vous allez utiliser pour recueillir les réalités de cette population? C'est souvent complexe et multidimensionnel, tout en assurant leur sécurité et leur voix, parce que ça fait partie aussi, je pense, des enjeux pour une telle recherche-là. Effectivement, ce qu'on souhaite ici, ce qu'on appelle des vies exploratoires de type
mixte qualitatif et quantitatif, c'est d'aller voir vraiment et sur toutes les sphères de participation et quelles sont celles qui sont sont plus affectées et avec des personnes qui vivent différents types de handicaps, que ce soit du côté physique ou de la santé mentale. Et aussi, on donne des accommodements pour des entrevues virtuelles en profondeur à l'aide de ces outils. Et on a même, à raison du financement, on peut, grâce au financement, on peut avoir même des interprètes pour la langue de signes québécoise. Et on est en train justement de recruter et à la fin, je pourrais comme lancer l'invitation officielle s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui s'identifient comme des personnes handicapées et qui se retrouvent à l'intersection de la diversité sexuelle et de genre et qui souhaitent que leur voix soit entendue et qui souhaitent contribuer à améliorer leur situation. Justement, à quel endroit peuvent-ils se appliquer ou faire une demande ou communiquer avec vous? Oui, au laboratoire et innovation, technologie et cognition. Oui. Et normalement, nos bureaux sont à l'hôpital Notre-Dame et au courriel laboratoire Moreno à commercial@gmail.com. Laboratoire Moreno en un seul mot, c'est ça? Laboratoire, oui. Tout en minuscule, tout ensemble en minuscule, laboratoire Moreno à gmail.com. commercial@gmail.com. Et il y a un numéro de téléphone? Oui, et nous avons un numéro de téléphone, effectivement. Et normalement, les gens peuvent nous contacter au 54 413 87 77 au poste 123600. 54 413 87 77 poste 123600. Maintenant, il me reste un petit peu de temps, puis je me rappelle, j'ai parlé souvent à des personnes qui font de la recherche dans toutes sortes de domaines relativement aux communautés de la diversité sexuelle et de genre, et il n'y a tellement pas de données, c'est tellement, tout est à faire. Est-ce que ça fait partie aussi du but de votre recherche, d'essayer d'avoir quelque chose, d'avoir des données sur nos communautés, notamment les personnes qui vivent en situation de handicap? Avoir des données, oui, et pour ça, et comme je vous dis, on fait des entrevues en profondeur. On a un projet de balado aussi, parce qu'on veut sensibiliser la communauté. Et un balado qu'on souhaite lancer, qui est prévu pour la Semaine québécoise des personnes handicapées en juin 2026, et où nous allons faire ressortir justement les réalités de ces Québécois et Québécoises qui se retrouvent à l'intersection, qui vivent des obstacles et justement montrer aussi la position comme des professionnels de la santé, des organismes communautaires et d'autres personnes et sur la façon comme on peut améliorer leur participation. Je comprends aussi que vous allez faire des recommandations aussi sur comment améliorer les choses, et ça va aller où et à qui et comment ces recommandations? Oui, et ça fait partie c'est le dernier objectif, la formulation des recommandations sur la base des données probantes pour soutenir la participation sociale des personnes handicapées qui se retrouvent à l'intersection de la diversité sexuelle et de genre, avec ces recommandations et vont être faites en collaboration avec les parties concernées, avec les personnes handicapées, avec aussi les organismes communautaires. Et donc, ça veut dire qu'on a des personnes handicapées qui travaillent avec nous dans notre équipe, qui se retrouvent dans cette intersection. On a des centres communautaires et qui sont aussi impliqués et qui vont participer à la formulation de ces recommandations. Et normalement, ce document va directement à travers l'Office des personnes handicapées du Québec comme un document officiel de recommandations au gouvernement du Québec qui décidera en temps et lieu en fonction de leur budget et ce qu'ils peuvent soutenir sur la base des recommandations scientifiques. Wow, ben c'est vraiment intéressant tout ça, Dr. Alexander Moreno. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et nous, on va mettre en ligne, lorsqu'on mettra l'émission en ondes, on mettra en ligne aussi tous les liens pour vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Un sujet de santé publique qui touche particulièrement les hommes de la diversité sexuelle, le chemsex, soit la consommation de drogues synthétiques dans un contexte sexuel. Nous accueillons Yannick Godette, qui est doctorant en travail social à l'UQAM et membre de la chaire Tradis, dont la recherche se concentre donc sur cette pratique. Bienvenue au studio, Yannick. Merci de me recevoir. Alors, pour commencer, comment on définirait le chemsex, même si j'en ai donné une idée tantôt en présentation, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la pratique? Oui, en fait, le chemsex, c'est une pratique en contexte sexuel qui concerne principalement les hommes de la diversité sexuelle, aussi les personnes trans, les personnes non-binaires. On va s'attarder principalement à certaines substances plus spécifiques, donc le cristal meth, le GHB et la kétamine, qui sont davantage mises de l'avant à Montréal. Puis, ça va être une pratique qui va permettre de prolonger les relations sexuelles et la satisfaction sexuelle pour certaines personnes. Alors, pourquoi... Parlons de ces drogues-là parce qu'on ne les connaît pas tous. En fait, j'en connais, mais c'est parce que les personnes qui nous écoutent ne sont peut-être pas au courant. Le cristal meth, c'est quoi? Le cristal meth, en fait, c'est un psychostimulant, en fait, très puissant, en fait, donc sous forme de cristaux. Souvent, on a l'image de Breaking Bad qui est associée au cristal meth, par exemple. Mais c'est une substance qui est particulièrement consommée chez les hommes de la diversité sexuelle. Donc, là, dans la population générale, la consommation de cristal meth est beaucoup plus faible. Chez les hommes de la diversité, on va parler environ de 10 à 12 % selon les dernières études en Europe, par exemple. Même. Le GHB, on connaît ça quand même parce qu'on l'a souvent associé à la drogue du viol. Pourquoi on prend ça? En fait, la raison pour laquelle les gens vont faire du chemsex, c'est principalement pour justement prolonger les relations sexuelles, augmenter les sensations corporelles, mais aussi explorer leur sexualité, par exemple. Puis je vais terminer avec la kétamine, la drogue d'Elon Musk. Alors, cette drogue-là, qu'est-ce qu'elle fait? La kétamine, en fait, selon ce que les gens nous rapportent, c'est beaucoup, en fait, pour peut-être dissocier en contexte sexuel, mais souvent, ce qui arrive, c'est que les gens vont être en contexte de polyconsommation avec les substances. Donc, souvent, vont consommer du cristal meth, mais aussi cristal meth kétamine, cristal meth GHB. Donc, il y a des mélanges qui peuvent se faire en ce sens-là avec les autres substances qui sont déjà mobilisées par la communauté. On peut penser aux poppers, par exemple. Yannick, tu l'as déjà dit, là, c'est une pratique qui est plus présente chez les hommes de la diversité et les personnes trans et non-binaires aussi. Pourquoi? Pourquoi? En fait, je pense que c'est des substances d'abord qui circulent dans nos milieux déjà depuis le milieu des années 2000. À Montréal, on parle plus de 2008-2009 pour l'arrivée du cristal meth. C'est des substances aussi qu'on va retrouver dans les espaces physiques et dans les espaces virtuels qui sont investis par les hommes de la communauté. Par exemple, au début des années 2000, on parlait beaucoup de MDMA, cocaïne, qui était pour danser justement dans les bars, dans les clubs. Aujourd'hui, on va retrouver le cristal meth, par exemple, davantage dans les saunas, où on va retrouver des personnes qui vendent du cristal meth, notamment sur les applications de rencontres mobilisées par la communauté. Donc, c'est quand même assez accessible en ce sens. Avant d'aller plus loin pour parler de ces pratiques-là, j'aimerais quand même qu'on soit clair. C'est quoi les dangers de cette consommation-là? Parce que là, il faut s'entendre, il n'y a pas toujours des dangers à toutes les consommations, là, mais quand ça devient dangereux. Mais en effet, je pense que c'est important de le nommer. C'est pas parce qu'on consomme du cristal meth une fois que forcément on va avoir des répercussions sur l'ensemble de notre vie pour la suite. Quand la consommation devient problématique, les répercussions, elles sont là, elles sont bien présentes. Il va y avoir des répercussions physiques, évidemment. Ça altère le sommeil, ça altère l'appétit, donc ça peut avoir des répercussions en ce sens-là, des répercussions sur la santé mentale, beaucoup. Donc, anxiété, des affects un peu plus dépressifs, des personnes qui vont vivre des épisodes psychotiques aussi. C'est quand même plutôt fréquent, je vous dirais. Puis, on sait que le cristal meth est davantage associé aux psychoses aussi. Donc, ça, c'est démontré. Évidemment, la dépendance qui peut s'installer aussi. Le GHB, c'est une des substances les plus dangereuses aussi si on essaie de cesser complètement. Donc, ça demande une préparation en ce sens avec des professionnels de la santé. OK. La thèse sur laquelle tu travailles, ça porte pas directement sur les pratiques, mais les émotions liées au chemsex. Qu'est-ce que l'analyse par les émotions? Qu'est-ce que c'est les affects, la solitude, la recherche d'appartenance permet de mieux comprendre sur les personnes qui pratiquent le chemsex? Oui, en fait, donc moi, je me suis intéressé à la perspective affective sur les émotions. Souvent, quand on va parler de chemsex, quand on regarde dans les témoignages, mais aussi dans la littérature scientifique, en intervention, même j'ai été travailleur social auprès de personnes qui font du chemsex, on voit deux cas de figure. Un cas de figure où les gens vont parler beaucoup de la honte qu'ils revivent, la honte, la solitude qui a été vécue, mais on s'arrête uniquement à cela. Puis il y a d'autres personnes qui vont aborder tous les plaisirs autour du chemsex, donc l'euphorie, la joie de se retrouver dans une communauté. Moi, ce que je voulais en fait, c'est avoir une perspective peut-être un peu plus intégrée de ce phénomène-là, justement pour ne pas minimiser les impacts qui sont réels, comme on vient juste d'en discuter, mais aussi ne pas stigmatiser davantage une population qui est déjà stigmatisée
en fonction de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de la consommation de substances psychoactives aussi. Donc, c'est une approche très holistique, si je comprends bien. Oui, c'est vraiment l'objectif de ce projet-là, c'était vraiment d'avoir une perspective globale sur le chemsex, mais aussi sur ce qui est vécu avant le chemsex et ce qui est vécu pendant le rétablissement. J'aimerais rappeler qu'il y a plusieurs choses. Bon, on a parlé du risque de surdose, qui est un enjeu majeur, mais il y a aussi un point crucial sur la réduction des méfaits, c'est la répression policière. Alors, quand on a peur d'être arrêté, on n'appelle pas le 911 quand quelqu'un est en difficulté. Ça peut être un problème. C'est quoi les impacts de cette peur sur la sécurité des utilisateurs ou des utilisatrices de drogue? Mais c'est sûr que si les gens hésitent à contacter les services d'urgence, ça peut mettre la vie de certaines personnes en danger, ça, il n'y a aucun doute. Mais si je reviens à ma perspective affective aussi, c'est que ça crée des émotions. Tout ça aussi. Donc, si, par exemple, on était dans une perspective où les gens avaient l'information autour de la loi du bon samaritain, par exemple, qui fait en sorte que lorsqu'on contacte une personne qui est en risque de surdose, présentement, donc si on contacte les services d'urgence, on ne peut pas être criminalisé pour toute infraction mineure autour de la consommation, de la possession de substances psychoactives. C'est bon à savoir. Donc, si quelqu'un est en surdose autour de soi, on peut appeler la police, puis en principe, il n'y aura pas d'arrestation. Il n'y aura pas d'arrestation en lien avec la consommation de substances et la possession simple de substances psychoactives. D'accord. Comment on peut aborder, d'après votre approche, comment on peut aborder donc la réduction des méfaits? La réduction des méfaits, pour moi, il faut d'abord que ce soit une option. On ne peut pas demander aux gens d'être forcément abstinents avec la consommation de substances psychoactives et le chemsex. Donc déjà, de rendre la réduction des méfaits accessible et possible, notamment par la création de groupes de soutien. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a des options qui sont excellentes pour plusieurs personnes, comme Crystal Meth Anonyme, par exemple, qui sont viables et qui fonctionnent pour certains, mais pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Donc, la réduction des méfaits, c'est de prendre ça sur le plan communautaire aussi. C'est pas uniquement, par exemple, d'encourager les gens à réduire leur consommation dans des interventions individuelles. Il faut que ce soit porté par une communauté. Ensuite, il y a des éléments peut-être plus techniques, donc faire tester ces substances aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Il y a des services qui existent à Montréal pour faire tester ces substances. Je pense à Cactus, je pense à Spec de rue, notamment, qui sont présents dans notre communauté. Donc, mobiliser ces services-là, c'est essentiel. Aussi, l'accessibilité à l'analoxone dans les pharmacies communautaires, notamment. Porter l'analoxone sur soi aussi, si on organise un sex party, par exemple, en contexte de chemsex, d'avoir des kits de naloxone, ce serait une bonne pratique. Je vais revenir sur... on va parler de faire tester la drogue. Pourquoi on doit la faire tester? Pourquoi on doit la faire tester? Parce que ça évite des drames humains. Oui. On sait que présentement, il y a une augmentation des surdoses. L'année dernière, c'était une année record, malheureusement, au Québec. Donc, malheureusement, cette année, selon les données préliminaires de janvier à juin, on semble être dans la même tendance. Ah non. Ouais. Donc, je pense que c'est d'éviter des drames humains. D'éviter d'avoir des substances qui sont dangereuses dans la drogue. On pense au fentanyl, qui sont quand même des produits qui sont dangereux. Oui, absolument. La présence des opioïdes peut avoir des répercussions majeures sur la santé et la sécurité des usagers. Yannick, c'est pas que je veux me vanter, mais j'étais en France, j'étais à Paris cet été. J'ai rencontré Jean-Luc Romero-Michel, qui est maire du 12e arrondissement, maire adjoint. Je pense qu'il ne l'est plus maintenant, ils ont des élections en France. Mais il m'avait montré sur le site de la Ville de Paris, il y a un onglet où on peut trouver les sites de consommation. C'est tout cartographié et les sites de test. Ici, est-ce qu'on a ça? À ma connaissance, nous n'avons pas ces initiatives-là aussi. Malheureusement, mettre ces outils-là en place, c'est quelque chose qui est dispendieux. Puis, par exemple, quand je reviens sur le chemsex, présentement, c'est la communauté qui prend en charge les services. Puis on a de la difficulté à rendre les initiatives pérennes. Même chose avec mettre en place... manque du financement. Il manque du financement, donc de considérer ces enjeux-là comme étant des enjeux de santé publique qui demandent un financement spécifique et spécialisé, ça permettrait de mettre en place ce genre d'initiative-là pour que les gens aient accès facilement à l'information. Alors, il y a plusieurs services qui existent de santé, qui sont des services qui sont des urgences, des centres de désintoxication. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour mieux accueillir, pour mieux s'occuper des personnes qui consomment en contexte sexuel? Bien, je pense que d'abord, pour les professionnels de la santé et des services sociaux, c'est de s'informer sur la pratique, aller chercher la formation. Il y a une formation chemsex qui existe au Québec, qui a été mise en place par l'INSPQ quand même. Donc, d'aller chercher la formation, je pense que c'est un pas. Et ce que ça permet, c'est
de ne pas reproduire la stigmatisation auprès de ces usagers-là. On sait que la stigmatisation auprès des communautés marginalisées, c'est un des principaux freins et une barrière à l'accès aux services de manière générale. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, aller chercher l'information, se renseigner, s'informer pour soi-même déconstruire ses préjugés, je pense que c'est la première chose à faire pour qu'il y ait un meilleur accueil des personnes qui pratiquent le chemsex auprès des services. J'aimerais aussi parler des milieux communautaires. Comment peuvent-ils mieux accompagner leurs membres? D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire oui. En ce sens-là. Justement, d'avoir des groupes, notamment pour favoriser l'inclusion, la prise de parole des personnes qui pratiquent le chemsex. Donner de l'information aussi sur ces substances-là. C'est quoi le chemsex présentement? Il y a des gens qui nous rapportent qu'ils n'ont pas l'information sur les substances qu'ils consomment. Quelque chose d'aussi simple que ça. C'est important d'en parler. Je pense qu'en tant que communauté aussi, pas juste les organismes communautaires, mais en tant qu'homme de la diversité, en tant que personne trans, en tant que personne non-binaire, c'est important qu'on soit capable de parler de ces enjeux-là dans une perspective déstigmatisante aussi. Qu'on ne considère pas la consommation de substances comme étant un drame nécessairement. Présentement, il y en a qui prennent peur quand on parle de consommation de substances. Je pense qu'on a quelque chose à faire sur le plan communautaire aussi, pas juste les organismes, mais vraiment tous ensemble. La chance d'en parler, c'est quoi les préjugés les plus tenaces là, qu'on voudrait faire absolument abolir ou déconstruire auprès du grand public? Pour moi, une des choses les plus tenaces auprès de l'ensemble des personnes qui consomment des substances psychoactives, surtout des drogues illicites plus dures, c'est, pardonnez-moi, c'est que ces personnes-là n'ont pas vraiment de capacité d'agir. C'est des personnes, en fait, qui sont un peu prises par une substance, en fait, victimes, mais ces personnes-là ont des choses à nous apprendre aussi sur comment est-ce qu'elles souhaitent être aidées, notamment. Et je pense que c'est vraiment important qu'on considère la perspective de ces communautés-là pour mieux se renseigner puis avoir de meilleurs services pour eux. Puis comme on l'a dit, la consommation de drogue n'est pas toujours problématique. En fait, probablement qu'elle n'est pas pour la plupart des gens, mais quand ça devient problématique, il faut s'en occuper. Exactement. Là-dessus, Yannick Godette, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir participé et d'avoir partagé les résultats de cette recherche avec nous. C'est quand même pas rien. Alors, je vais rappeler que tu es doctorant, toujours. Doctorat en... excuse-moi, je vais retrouver mes feuilles. Ça, c'est l'habitude. OK. Doctorat, donc, en travail social à l'UQAM et membre de la chaire TRADIS. Oui, TRADIS pour Trajectoire Diversité Substance. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. Après la pause, on a nos chroniques, donc enquête, et on va parler aussi en toute fluidité. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Les enquêtes d'Ophélie Dénommé-Marchand. Eh oui, la journaliste d'enquête Ophélie Dénommé-Marchand est notre nouvelle... ce qu'on pourrait dire participante ou collègue cette année, qui a mené une investigation tout à fait percutante pour le média Ricochet, exposant comment les nouveaux projets de loi canadiens sur les frontières pourraient ouvrir la voie à une ingérence sans précédent des forces de l'ordre états-uniennes dans la vie des gens qui vivent au Canada. Et ça pourrait être même assez fort envers les personnes queer ou trans. Ophélie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci à toi. On est très content de t'avoir. Comme c'est ta première participation à l'émission, on demande toujours la première fois quel pronom et quel accord tu utilises. Mes pronoms sont « elle » et les accords féminins. Parfait. Alors, quels sont concrètement ces nouveaux projets de loi frontaliers dont on parle? On parle du projet de loi C2 et C12 qui sont une continuité avec l'un et l'autre. Là. À base, le projet de loi C2 avait été introduit sous les pressions de l'administration Trump pour renforcer
la frontière, supposément parce qu'il y avait trop de drogue, de fentanyl qui passe du Canada vers les États-Unis, mais ça a été déprouvé. Oui. Ensuite, c'est ça, aux États-Unis, il y a beaucoup de déportations de masse qui se font. Ouais. Des personnes immigrantes, oui. Oui, puis ils ont peur qu'il y a des personnes qui viennent du Canada vers les États-Unis pour comme s'établir de manière clandestine, là. Et c'est ça. Il y a des experts qui ont critiqué ces projets de loi-là comme étant écrits par des comment dire en français, des lawmakers, les personnes qui écrivent les lois états-uniennes. Et c'est ça. Là, le projet de loi C2 est devenu le projet de loi C12 qui se concentre spécifiquement sur les réfugiés, les immigrants, pour leur empêcher de demander l'asile au Canada, en provenance des États-Unis, par exemple. Et à base, le projet de loi C2 avait été retardé à cause qu'il y avait beaucoup d'experts qui mettaient en garde que ça risquait d'enfreindre des droits constitutionnels aux personnes au Canada. Mais justement, en quoi ça enfreint les droits? Donc, dans la Constitution, nous, au Canada, on est protégés. Nos données privées sont protégées où on doit... Les forces de l'ordre doivent faire une demande à un juge pour avoir un mandat pour accéder à des données privées de personnes au Canada. Mais aux États-Unis, ça ne marche pas exactement de même. Puis le projet de loi C2, en lien avec aussi le Cloud Act, qui est un autre projet de loi qui est en train de se négocier au Canada derrière des rideaux, là, c'est très secret, qui viendrait enlever ces protections-là de nos données privées, ou ce que des compagnies états-uniennes pourraient demander à des compagnies canadiennes les données privées d'individus comme toi puis moi, si ces deux avaient passé. Sauf que là, c'est concentré sur les immigrants. Ouais. Donc, là, avec le projet de loi C12, qui est en train d'être débattu dans la Chambre des communes, donc, il y a deux projets de loi, C2, C12. Ces deux projets de loi donnent certains pouvoirs supplémentaires aux autorités canadiennes et par ricochet aux autorités américaines, qui fait qu'on peut avoir accès à de l'information sur nous. En quoi cela nous affecte plus particulièrement au Canada quand on est une personne de la minorité sexuelle ou diversité ou d'identité de genre? Attends. Dans le fond, l'affaire qui arrive, c'est que là, ils sont en train de passer en vitesse le projet de loi C12. Oui. Et ça touche spécifiquement aux personnes immigrantes puis réfugiées. Oui. Et ça reprend toutes les mêmes provisions que dans le projet de loi C2. Oui. Mais le projet de loi C2, ça touchait à toutes les personnes au Canada. Ouais. Puis là, comment dire... Mais c'est dit que c'est dangereux. En quoi oui, c'est ça. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que des expertes m'ont dit que, par exemple, les compagnies de réseaux sociaux, par exemple, ou comme Google, s'ils voient que tu fais une recherche sur Google pour voir c'est quoi tes droits, parce que ton permis de travail est censé expirer puis tu es sur le bord de te faire expulser du pays, ben ils pourraient, disons, accélérer le processus en donnant aux autorités tes informations, puis les agents d'immigration vont directement aller vers toi parce que là, on parle des ils ont cette information-là, puis ils vont aller te déporter. OK. Est-ce qu'on parle des États-Unis? Avant même de te laisser essayer d'appliquer. Est-ce qu'on parle de ressortissants américains ou ressortissants canadiens? Les deux? Là, ça serait n'importe qui a un statut d'immigrant ou de réfugié au Canada. Là. Mais en ce moment, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui fuient les États-Unis pour venir au Canada parce qu'il y a beaucoup de violations des droits humains là-bas en ce moment, avec ICE et tout. Oui. On a vu des images à la télé. Je vais te ramener parce que je trouve que c'est important. Tu avais, dans ton article, spécifiquement dit que les personnes trans sont particulièrement visées par ce genre de projet de loi. Oui, parce qu'en ce moment, il y a plusieurs avocats, en tout cas, qui me disent que la plupart de leurs clients sont des personnes trans en provenance des États-Unis. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas juste ça, mais... Donc, c'est pour ça, cherche à venir au Canada, mais là, pourquoi ça pose un problème?
cette loi-là? Parce que ce projet de loi ne permettrait pas à ces gens-là de rester au Canada. Ils vont se faire renvoyer aux États-Unis. Ah bon? Oui. Parce que... Si le projet de loi il passe, Ouais. ils ne pourront pas rester ici. OK. Ouais. Mais là, Et moi, je ne suis pas l'experte Non, dans ces non. questions de loi puis de droit-là, OK. là, mais... ouais. tu illustres ces deux dangers par deux cas particuliers qui sont ces personnes? Pardon? Tu illustres les dangers là, que avec deux cas dans ton article. Ouais. Peux-tu nous en parler de ces personnes-là? Ben là, l'affaire qui arrive, c'est que dans tout le contexte du deuxième mandat de Trump à la présidence américaine, il y a eu des attaques sans précédent sur les droits des personnes trans et queer. Puis déjà, dans son premier mandat, ça brassait, là, mais là, c'est comme exponentiellement plus brutal, Ouais. si on peut dire. Il y a des gens qui ne se sentent plus en sécurité pour rester aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à leurs soins. Il y a beaucoup de haine, en général. Comme, il y a des forts sentiments. Il y a des gens qui emploient de la rhétorique génocidaire, carrément, envers les personnes trans. Là. Ouais. Ouais. C'est des personnes qui veulent venir au Canada. Les deux personnes dont tu parles. Oui. Et comment le projet de loi C2 ou C12 jouerait contre eux ou contre elles? Dans le fond, c'est qu'on a ce qu'on appelle le Safe Third Country Act. Oui. Ah oui. Et Le troisième ça pays, fait en oui. sorte que les demandes d'asile de personnes en provenance des États-Unis ou qui sont atterries aux États-Unis avant de se rendre au Canada seraient pratiquement automatiquement refusées. C'est pas ultime, là, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à faire ces demandes-là, à ce qu'on me dit, là, des avocats et des avocates en immigration. Ce que tu me racontes m'inquiète beaucoup parce que là, il y a un partage d'informations qui pourrait se faire entre le Canada et les États-Unis, d'informations très, très personnelles. Oui, exactement. Les projets de loi C2 et C12, à la base, ça n'avait pas été explicitement expliqué que on négociait aussi un accord avec les États-Unis sous le cloud, qu'on appelle. Mm-hmm. Le cloud, ça, c'est aussi l'information infonuagique, là, c'est ça? Oui. Et aussi le deuxième amendement à la Convention de Budapest, qui essaie d'enlever les blocages entre les pays pour supposément avoir plus de coopération contre les crimes à l'international. Sauf que ça risque de mettre en danger toute la population, là, même à une échelle mondiale, dans le cas du 2AP qu'on appelle. Fait que si je comprends bien, ça veut dire que là, présentement, c'est pas encore la loi, mais ce qui peut arriver, si on fait pas attention, c'est que déjà, c'est un problème parce que nos informations, nos données personnelles sont partagées avec des compagnies, des multinationales états-uniennes. Et là, c'est parce que ces informations-là pourraient être disponibles au gouvernement et on pourrait savoir, c'est une personne trans, c'est ça? Il y a ça, mais c'est pas juste de savoir que la personne est trans, mais ils peuvent récolter toutes sortes d'informations de manière abusive puis qui ne serviraient pas nécessairement juste à des enquêtes criminelles. Mais en ce moment, aux États-Unis, on voit par exemple qu'ils ont changé la catégorie de terrorisme pour inclure Antifa et les personnes trans. Comme quoi, les personnes trans seraient toutes des extrémistes violents nihilistes. Oh my God, OK. Donc, ça pourrait ouvrir la voie, par exemple, à de la répression transnationale de personnes au Canada sur la base de leur identité de genre ou leur expression politique, comme on l'a vu dans ces deux exemples-là que j'ai soulevés dans mon enquête, là, comme Yelena Vermillion. Oui, on n'a pas beaucoup parlé. Qu'est-ce qui leur sont arrivé? Ce qui est arrivé à G. Pat Patterson, c'est que c'est un prof trans non-binaire qui est citoyen américain. Et au moment où Trump est entré dans l'office ovale, le bureau ovale, c'est-à-dire, il a commencé à se faire surveiller. Il y a des vannes de surveillance qui ont débarqué comme chez eux. Puis il y a des gens qui l'ont approché aussi. Et elle dit que ce sont des chrétiens nationalistes et elle ne se sentait pas en sécurité. Donc,
elle et son mari sont venus au Canada pour demander l'asile. OK. Mais là, par exemple, si le projet de loi C12 ou C2, il passe, ils vont se faire renvoyer aux États-Unis. Puis, ils pourraient se faire envoyer en détention de ICE, il pourrait arriver n'importe quoi. C'est sûr qu'il a peur de se faire tuer, de se faire kidnapper. Puis rapidement, le deuxième cas? Yelena Vermillion, c'est une activiste pour le travail du sexe et les droits trans qui habite à Hamilton, en Ontario, et qui est citoyenne canadienne. Puis elle, dans son cas, elle avait une carte Nexus qui permet de voyager entre le Canada et les États-Unis sans trop de mesures de sécurité. Puis elle s'est fait retirer son Nexus hors de nulle part il y a quelques mois. Puis selon elle et son avocate, c'est à cause que elle serait peut-être sous enquête à cause qu'elle fait de l'activisme qu'on pourrait qualifier d'antifa, par exemple, là, qui s'oppose aux idéaux à Trump, si on veut. C'est un mot valise, on met pas n'importe quoi là-dedans. Ouais. Puis sur la base de son identité de genre aussi, parce que c'est ça, c'est antifa, et les personnes trans, maintenant, sont considérées comme des terroristes. Ouais. Ça commence à faire peur, tout ça. Ben, écoute, Ophélie, c'était vraiment intéressant d'avoir un espèce de résumé de cette enquête que je recommande d'aller lire sur comment on appelle ça? Les ricochets. C'est en anglais? Il n'y a pas de version française encore. Non. Mais on peut utiliser Google Translate, même si on ne veut pas trop faire la promotion de ces outils-là. Ophélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, merci à toi. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité, mieux comprendre notre monde. Allô, Marie-Claude? Allô, allô? Ça va bien? Oui, en direct du lac Poinégamouk, en retraite d'écriture. En retraite d'écriture. Écoute, Marie-Claude, on va parler du temps des fêtes qui s'en vient. Et on va parler de ces fameux parties, que ce soit des parties de bureau, des parties de famille, où, là, je le dis toujours, je fais la blague, il y a les mononcles, les blagues plates, les commentaires plates. Comment est-ce qu'on peut... C'est souvent des mononcles, effectivement. Ouais. C'est comme si c'était un rôle qui s'était fait attribuer socialement. Bien, tout d'abord, je vais commencer par nommer que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parties de famille. Puis après ça, c'est sûr que ceux qui ont la chance d'en avoir, c'est pas nécessairement une chance, hein? Des fois, ça devient quelque chose de pénible et de difficile à vivre. Mais il y a aussi là, beaucoup de gens qui vivent énormément d'isolement social pendant la période des fêtes. Et on sait là, que particulièrement là, au Québec, les ménages de personnes seules, ça représente 33% des gens. Et 17% des personnes LGBTQIA+, âgées de 65 ans et plus, vivent seules. Donc, il y a beaucoup de facteurs d'isolement, là, comme par exemple la perte de conjoint, la diminution de mobilité, la perte d'amis, les conflits, dépression saisonnière aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés en période novembre-décembre là, par la perte de lumière, le fait qu'il fait froid, etc. Donc, on va aussi s'adresser à ces gens-là. Donc, c'est clair qu'il y a un plus grand pourcentage, alors on parle de 33% des ménages composés d'une seule personne. Il y a beaucoup des membres de nos communautés qui se retrouvent là-dedans. Oui, effectivement. Puis évidemment que la montée du masculinisme, les propos transphobes, homophobes, là, toute la montée de la droite actuelle, ben ça peut faire craindre le pire là, pour les rencontres là, du temps des fêtes qui s'en viennent. Puis même avec les amis, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. Là, souvent, on se retrouve avec, pas nécessairement dans nos petits cercles sécuritaires restreints. Donc souvent, il y a d'autres personnes, d'autres amis en visite, etc. Puis des fois, ben on n'a pas envie de se retrouver représentant officiel des personnes queer ou des personnes non-binaires ou parce que les gens se sentent des fois de s'être fait donner une mission de comprendre ou de nous convertir ou que sais-je. Alors, oui. Oui, parce qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on est membre d'une ou de l'autre des communautés de la diversité sexuelle ou de genre qu'on est l'expert dans toutes les matières. Bien, absolument pas. On n'est parfois même pas l'expert de notre propre situation. Nous-mêmes, notre difficulté à se comprendre, des fois, je sais pas toi, là, mais moi,
Des fois, je suis encore en questionnement, là. La vie change, mes goûts changent, ma libido change, mais mon identité de genre évolue, etc. Donc, c'est des questions complexes que c'est probablement pas le temps d'aborder dans le temps des fêtes. Dans le temps, on disait qu'il y avait deux sujets tabous dans le temps des fêtes. Tu te rappelles-tu de ça? Oui, c'était la politique, ouais, Ouais. et la Et religion. Ah, le sport. Le hockey. hockey. Ben oui, Mais le hockey, je pensais on que tout le disait dans le monde... temps des fêtes, on parle pas de politique, on parle pas de hockey. Ah ouais, Alors mais là, on j'ai va toujours dire qu'on pensé que tout parle le pas monde de était pour le politique, on parle Canadien. pas de hockey, on parle Ouais. pas de langage inclusif, on parle pas de la transidentité ou des personnes trans. On pourra en nommer plusieurs comme ça, des sujets qui ne sont pas idéaux à aborder dans ces rencontres familiales qui sont supposées être légères, agréables et occasionnelles. Souvent, c'est des gens qu'on va voir une fois ou deux dans l'année, là. Et là, on parle de parties de Noël de famille, mais il y a les parties de Noël de bureau. Ça non plus, c'est pas toujours agréable. Ouais, ça, c'est effectivement le cas. Il faut savoir que quand les gens ont un petit verre dans le nez ou qui ont consommé des substances comme du pot ou autre, ben des fois, le filtre social descend, puis il y a des gens qui se permettent des choses, qui se permettent des choses avec les mots, qui peuvent se permettre des choses avec le toucher également, Mhm, ou des questions qu'ils n'auraient pas osé poser à jeun. mhm. Donc ça, c'est important d'être capable de se défendre, de s'outiller. Alors, au moment où on est diffusé, le film n'est toujours pas à l'affiche au cinéma, mais j'ai vu par visionnement de presse, j'ai vu un film qui s'appelle Juste Xavier. Et c'est l'histoire d'un homme trans qui, après 3 ans, décide d'aller passer Noël dans sa famille bourgeoise. Et oh, boy, les remarques, les commentaires, c'était pas méchant, mais c'était tellement malaisant. Puis je me disais, oh non, 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 non. Alors, ça, c'est ça qu'on peut vivre. Tu sais, m'a Mais renommé même la si c'est pas personne. méchant, on sait que Oui, ça peut blesser oui. énormément, hein. On parle de microagression, mais des fois, ça peut carrément être des agressions. Alors, l'intention, tu sais, dans le fond, ça s'adresse à tout le monde, hein, puis l'intention est pour tout le monde. C'est comme la même chose que quand on dit, on demande toujours aux jeunes filles si elle a un petit chum, si elle a un petit chum, as-tu un petit chum, as-tu une petite blonde? Tu sais, ça aussi, pour les adolescents, c'est quelque chose de gênant, de désagréable. Fait que le chapeau se porte pour nous aussi. Alors, moi, ce que je recommande, Denis Martin, là, c'est possible avant la rencontre de faire un petit appel à tous. Souvent, il y a maintenant des rencontres, il y a des groupes Messenger de préparation de qui amène quoi comme bouffe ou autre. Dans ces petits réseaux-là, c'est possible de dire: Hey, gang, moi, j'ai vraiment le goût de vous voir, de passer du temps avec vous. On se dit-tu qu'on garde ça léger cette année, puis qu'on parle pas justement, ça peut être le temps de mettre un peu d'humour. Donc, on parle pas de Trump, on parle pas de hockey, de religion et des personnes trans non-binaires, par exemple, où je m'attends à ne pas avoir de questions sur mon identité. On peut être très, très clair dans ce message-là pour amener tout le monde. Puis des fois, ce que ça va amener, c'est des petites discussions de couple ou hein, ma tante qui va dire au mononcle: Là, chérie, cette année, t'as-tu compris, là? Les petits commentaires, tu peux les garder pour toi. Bon. Ouais. Fait que Et ça peut prévenir. donc, ça peut prévenir, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est sur place et que ça arrive? Bon. Alors, autre chose qu'on peut faire en amont Ah, ou OK. pendant que ça se passe, on Ouais. peut se prendre une personne alliée. Donc, des fois, on a un cousin, une cousine, on a quelqu'un avec qui on se sent mieux, puis qu'on aime plus, puis qu'on a déjà discuté de ces questions-là. Puis, on peut voir avec cette personne-là, si on est à l'aise, comment elle peut réagir pour nous appuyer ou pour changer le sujet. Ou ça, c'est vraiment la personne elle-même qui peut savoir comment elle aime qu'on réagisse ou pas s'il y a un propos homophobe, transphobe, sexiste ou autre qui est adressé à notre endroit. Sinon, ben, écoute, il y a une panoplie de stratégies éprouvées. Après ça, puis là, je les mets entre parenthèses parce qu'il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on sait que des fois, des fois, on a l'intention on se prépare puis on se dit: Je vais répondre telle chose ou j'ai écouté la chronique en toute fluidité, je vais te dire telle chose. Puis des fois, on n'y arrive pas parce que des fois, on fige, hein. Il faut savoir que quand on a vécu plusieurs agressions dans notre vie, ben souvent, c'est un mécanisme de protection qu'on a appris, hein, de figer parce que des fois, notre sécurité peut être compromise. Donc, il ne faut pas s'en vouloir. OK? C'est pour ça que d'avoir des alliés, ça peut être une bonne chose parce que là, on dilue la responsabilité. Alors, les trucs pratico-pratiques. Alors, il y a la bonne vieille ignorance intentionnelle. Donc, on ignore la phrase ou le comportement et on continue de parler, on change de sujet ou
on fait tout simplement passer outre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas nous atteindre, ça veut juste dire qu'on ne veut pas accorder de l'attention à ce sujet-là. Il y a aussi changer le malaise de camp. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si moi, je me fais dire ouais, bon, je vais donner un exemple sexiste, coudonc, tu t'es-tu fait grossir les seins, Marc-Claude? Super commentaire. Mhm. Donc, je peux changer le malaise de camp, de dire très clairement, je trouve ce commentaire-là très sexiste, très misogyne et sexualisant. J'ai vraiment pas envie de répondre à ce genre de commentaire-là. Fait Oh. que là, ça va créer un malaise, mais au lieu que ce soit moi qui porte le malaise de me faire dire quelque chose comme ça, c'est la personne qui va avoir dit le commentaire qui va se retrouver avec l'espèce de malaise. Alors, tout le monde va être un peu malaise, probablement que les gens vont faire des petits coups de coude, puis bon, on vit le malaise quelques secondes. Puis habituellement, si on a affaire à quelqu'un qui n'est pas trop orgueilleux, ça devrait passer. Donc, on peut aussi donner des avertissements. Donc, surtout si on a prévu avant, qu'on a dit qu'on ne voulait pas avoir ce genre de commentaires-là, on peut dire, Gilles, tu te rappelles, j'ai écrit un message, hein, on a dit qu'on n'abordait pas ces sujets-là. On a dit qu'on n'abordait pas ces sujets-là cette année. OK, let's go. Oh, on est-tu en train d'aborder un sujet qu'on avait dit qu'on n'abordait pas, nous autres, là? OK? Donc, ça, c'est rendu à deuxième avertissement. Puis on peut dire, écoutez, moi, là, ça fait 2 fois que je vous le dis. Si j'ai encore des commentaires comme ça, moi, je vais aller passer ma soirée ailleurs parce que je trouve pas ça agréable. OK? Donc là, on annonce très clairement nos couleurs. On donne des chances, mais pas à l'infini non plus. Ouais, c'est une bonne approche. C'est Ouais. ça. Donc, c'est si on ose, mais tu sais, des fois aussi prévenir, parce qu'il y a des gens, je suis sûre, qui écoutent ça et disent, oh mon Dieu, je serais pas capable de faire ça, ou ça ressemble pas à ma personnalité ou autre. Fait que, tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est jamais obligé, hein. C'est supposé être agréable. Et là, évidemment, souvent, on va se dire, ouais, mais je vais faire de la peine à ma mère si j'y vais pas, je vais faire, ma grand-mère est vieille, je la verrai peut-être plus, etc. C'est important pour elle d'avoir tous les membres de sa famille. Bien sûr, ça peut faire de la peine aux gens, mais en même temps, on n'est pas tenu de subir des agressions ou des microagressions pour faire plaisir ou pas faire de peine à d'autres personnes. Alors, c'est possible de nommer, et ça, plusieurs personnes le font, de dire, écoute, maman, grand-maman, papa, j'ai le goût de vous voir, mais ma belle-mère, elle a des propos, ça fait plusieurs fois qu'elle a des propos déplacés. Donc, si tu veux qu'on se voit, ben, on va se voir juste nous deux au restaurant, par exemple. Ou on va se voir en plus petit groupe, ou on va se voir à un autre moment que cette date-là, dans d'autres circonstances, parce que moi, je me sens pas à l'aise d'être dans ce grand rassemblement-là, parce que force est de constater que à chaque année, il y a des débordements, malgré les commentaires, malgré les discussions, un à un pour cesser ces comportements-là. J'aimerais aborder une question qu'on n'a pas encore eu le temps de le faire, puis il nous reste un petit peu de temps pour le faire. C'est l'isolement social des aînés LGBTQIA+. Oui, effectivement. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, on sait donc que plus les gens vieillissent, plus les gens se retrouvent seuls, hein, ne serait-ce que parce que la mort des proches, donc parfois les conjoints, conjointes. Il y a plusieurs personnes qui habitent seules également. Les enfants sont partis de la maison s'il y en a eu, etc. Donc, ça aussi, sachez qu'il y a énormément de gens qui sont seuls à Noël et beaucoup plus de gens que vous pensez. Parce que maintenant, là, c'est plus le 24, le 25. Il y a beaucoup de gens qui ont des très grosses familles qui n'ont rien le 24 parce que c'est le 27, le Noël dans leur famille ou etc. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire. Des fois, souvent, les gens appellent ça Noël des perdus. Moi, j'ai souvent fait des Noëls des perdus chez moi. Et dans le fond, moi, on annonce sur des réseaux sociaux ou par courriel ou autre qu'on organise soi-même ou avec d'autres personnes un Noël à telle date avec les gens qui n'ont rien ce soir-là. Et c'est des gens qu'on choisit. Donc, c'est des gens soit de la communauté LGBTQIA+, ou en tout cas des alliés, des gens avec qui on se sent bien. Et ça peut être vraiment très agréable de se retrouver avec des amis, des connaissances qu'on apprécie, puis que, oh mon Dieu, on n'aurait pas pensé, mais ils n'ont rien ce soir-là. Et souvent, en tout cas, moi, ça a toujours été des soirées vraiment très, très agréables où on mangeait des choses qu'on ne mange pas habituellement, où est-ce on se sentait en sécurité, où est-ce qu'on se sentait aussi en groupe, on se sentait aimé, où chacun avait sa place, où tout le monde était content de voir arriver les uns les autres. Et des fois, c'est surprenant le sentiment familial qu'on peut retrouver avec ces personnes-là.
Donc, et comment on peut trouver peut-être des personnes qui ont besoin d'être accompagnées ou est-ce qu'on peut trouver des groupes sur les réseaux sociaux, j'imagine, si on veut aider des personnes âgées? Oui, bien, en fait, j'invite les gens là, à appeler les organismes communautaires LGBTQIA+ de leur région. Donc, potentiellement qu'il y a des fois des événements qui peuvent être organisés par les organismes. Mais sinon, vraiment, oser aussi, hein, de dire, hey, moi, je suis seule à Noël. Simplement. Dire, moi, je suis seule le 24 ou je suis seule le 24-25. Au jour de l'an, j'ai rien pour l'instant, etc. Et vous allez être surpris. Les gens, s'ils ne peuvent pas vous inviter, ils ne vous inviteront pas, mais sinon, ça peut être possible d'avoir des belles invitations, des belles surprises. Et qui sait, pour les célibataires, peut-être rencontrer l'âme sœur. Ah, mon Dieu, ben, OK, je vais me faire inviter quelque part. Hein? Ou en tout cas, un partenaire sexuel ou un partenaire amoureux ou amical. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis toi, Marie-Claude, comment vas-tu fêter Noël cette année? Bien, moi, je vais être dans Noël des perdus le 25, le 24. On fait ça entre plusieurs amis de différentes nationalités. Moi, j'ai une amie du Mali qui est chez moi en ce moment, qui n'a jamais fêté Noël et qui n'avait jamais vu la neige parce qu'elle est musulmane. Alors, on va être avec des amis d'Argentine aussi, d'Espagne. Alors, ça va être un Noël multiculturel. Ben, joyeux Noël à toi et bonne année. À plus. À toi aussi. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM-Chabot-Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. Merci à l'équipe de Derek Trob et Marie-Marcel à la recherche. Merci à Mathieu Tessier et merci à l'équipe de Canadem. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis le réalisateur et l'animateur de cette émission. À la semaine prochaine.